Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue tous à la une de ce journal. Jean-Yves Le Drian à Douala, le ministre français de l'Europe des Affaires étrangères, était au GICAM face aux hommes d'affaires. Ceci demande notamment à la France d'œuvrer pour l'équité dans les échanges commerciaux avec le Cameroun et d'ouvrir des négociations sur la célérité dans le transfert des devises. Quelques temps forts à suivre au cœur de ce journal. Ensuite, la ville de Koutaba, dans le département du Nord, une centaine de familles menacées de voir la maison emportée par un éboulement de terrain. Ces familles ont perdu le sommeil depuis des jours. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. À quand la fin des travaux de construction de la route Mengon-Sombelima? Ce projet lancé depuis 2012 piétine à un taux de réalisation d'à peine 50%. La défaillance de la première entreprise adjudicataire ainsi que la sous-évaluation des biens impactés non-paiement plombent le projet qui relie pourtant la route Villa de Dudja et Lobo. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi et de Marcelin Gansop. Ici, le carrefour Mofo, nous sommes à 1 voie 2 km du centre-ville de Sombelima. C'est ici le point de départ de cette route qui va donc relier Sombelima, chef-lieu du département du Dja et Lobo, à Mengon, dans le département de la Villa. 74 km bitumés, lancé en 2012. La construction de la route Mengon-Sombelima a pris un premier plomb dans l'aile avec la défaillance de l'entreprise italienne Galdiano, ce qui a entraîné un arrêt de travaux pendant 10 mois. La résiliation du contrat étant actée, l'entreprise Arab Contractor est entrée en scène et s'active depuis 4 ans à poursuivre tant bien que mal les travaux. Des travaux exécutés au jour d'aujourd'hui à hauteur de 50%. Une évolution non négligeable par rapport aux 16% de 2016. Certaines populations savourent déjà les premiers kilomètres bitumés, notamment au village Meyorese, non loin de la ville de Sombelima. L'initiative de notre route est tellement bonne et nous apprécions cela parce que maintenant on ne marche pas sur la terre. Maintenant nous sommes déjà au goudron. On sait que quand la route passe, qu'est-ce qui passe encore? Ce n'est que le développement. Nous sommes tellement fiers de cette route puisque j'ai déjà fait 16 ans de mariage dans ce village. Je fais le pouce de bois ici, les vivres pour aller vendre au marché. Donc c'était vraiment pénible avant ce développement, mais maintenant nous marchons déjà à l'aise. Mais à l'image des autres projets routiers exécutés au Cameroun, la route Mengon-Sombelima n'a pas échappé au sempiternel problème des indemnisations. Plusieurs victimes d'expropriation attendent toujours de passer à la caisse et ont à maintes fois bloqué les travaux pour exprimer leur ras-le-bol. Il y a encore vraiment des requêtes en cours. Parce que vous pouvez remarquer le long de la route, il y a des où la route n'est pas goudronnée, qu'on retrouve encore la terre ferme. Donc, ces lieux-là, on peut citer à Kakankolonga et Minambom, encore même plus devant. Il y a encore des endroits où les gens revendiquent encore des indemnisations. Sans compter que les victimes dénoncent pêle-mêle la sous-évaluation de leurs biens. Donc mes deux maisons, là, on trouve que c'est à 3 millions. Celle-ci, c'est peut-être à 4 millions. Donc, nous avons dit que c'était illogique. Et les gens ont raconté partout que nous ne voulons pas la route. La preuve, c'est que le gouvernement s'arrête ici et repart à cet endroit. Après plusieurs blocages, le gouvernement a décidé du déblocage de la somme de 669 millions de francs CFA, représentant la deuxième tranche du paiement par des indemnisations. La commission régionale. Un enseignant débordé, des élèves assis à qui mieux, à même le sol, ou sur des sièges de fortune. Ils sont 409 à la section d'initiation aux lettres et les premiers à arriver occupent l'unique table de la classe. Nous sommes à l'école publique de Ngoumi, dans l'arrondissement de Touboro. On a quand même fait l'effort de construire le mur. Même le mur là-même c'est insuffisant. D'autres s'assoient toujours par terre. Ce n'est pas facile. Premièrement, d'abord, il y a la salaire qui étouffe certaines odeurs
qui se dégage aussi. Autre lieu et spectacle désolant, le lycée technique de Touboro, comme dans une mauvaise farce. Nous avons mélangé les génies civils, les coutures sur mesure, les génies bois et les génies électriques. La première de la classe que voici est assise sur une motte de parpaing comme nombre de ses camarades. Il y a les problèmes de ça déjà, tout monsieur. Tout on supplie à l'État de nous aider. À partir d'avril, encore ça sera très difficile puisque tous ces arbres vont maintenant perdre leurs feuilles et on n'aura même plus ce luxe que nous offre la nature. Il y a au moins 40 divisions dans cet établissement et pour 12 classes fonctionnelles. Et dans ces conditions, nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans la salle comme dans les grands lycées. D'autres, à la place de ces enseignants, auraient la conscience professionnelle au talon. Le matériel de travail qu'ils reçoivent ici ne déride les visages que le ton de la cérémonie, tellement les défis sont innombrables. Nous n'avons pas de table-banc, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de matériel didactique, nous n'avons pas d'enseignants. D'aucuns pensent que c'est des dénonciations de trop, mais c'est des dénonciations citoyennes. Si moi, maire, je ne le fais pas, qui doit le faire? Plusieurs écoles sortent de l'ordinaire à Touboro. Malgré le calvaire, les enseignants restent patriotes, la craie à la main. Militant politique et chef du mouvement indépendantiste du Biafra, Nnamdi Kanu s'est récemment exprimé sur ses intentions présumées de retour au Nigeria pour l'inhumation de sa mère. Kanu a fui le Nigeria à la suite d'une présumée évasion de sa résidence dans l'état d'Abia en 2017. Certains chefs traditionnels d'Orlo dans l'état d'Imo auraient supplié le président Muhammadu Buhari de lui permettre de rentrer chez lui pour enterrer sa mère. Dans une interview à Voice of America, le dirigeant séparatiste a déclaré qu'il n'avait demandé à personne de faire pression pour qu'il revienne et qu'il ne ferait pas si cela impliquait des meurtres, des disparitions et des tortures extrajudiciaires. Il a ajouté qu'il ne ferait rien pour mettre en danger la vie des gens dans le seul intérêt d'un enterrement. Il a perdu sa mère en août 2019. Il avait accusé l'armée nigériane d'en être à l'origine, affirmant qu'elle avait été traumatisée par une opération de l'armée. Démission du gouverneur de la Banque centrale du Libéria. L'annonce a été faite vendredi par la présidence et George Weah a accepté la décision de l'expert financier. Depuis plus d'un an, Nathaniel Patré, le gouverneur de la Banque centrale, est au centre des controverses. Sa gestion de la politique monétaire est jugée hasardeuse. Fin 2018, un audit indépendant avait sévèrement critiqué la politique gouvernementale consistant à injecter de l'argent dans le circuit monétaire. Entre juillet et octobre 2018, l'État a injecté 25 millions de dollars dans l'économie afin de stopper la chute de la monnaie nationale, le dollar libérien. Des mesures insuffisantes aux yeux de l'opposition qui a organisé plusieurs manifestations anti-Weah cette année et réclamé l'ouverture des poursuites pénales contre Patré. Un ancien économiste en chef de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, Moussa Doukouli, a été chargé de la gestion de la banque jusqu'à la nomination d'un nouveau gouverneur. En Guinée-Bissau, le président limoge le gouvernement et plonge ce pays familier de l'instabilité politique dans l'incertitude quant à la tenue de la présidentielle de novembre. Au moins 13 civils ont été tués par des groupes armés dans un village du nord du Burkina Faso le week-end dernier. En Centrafrique, des milliers de personnes sont sans abri après les inondations qui ont succédé à 2 jours de pluie à Bangui. L'État décrète une catastrophe nationale. Au Maroc, 7 personnes soupçonnées d'avoir planifié des actes terroristes à grande échelle au nom du groupe État islamique ont été arrêtés par la police. Les suspects avaient prévu de mener une série d'opérations terroristes ciblant des infrastructures sensibles et des sites stratégiques en coordination avec des éléments étrangers, a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.
Toute l'année, nous avons démantelé des cellules terroristes qui avaient des projets terroristes. Jusqu'ici, nous avons démantelé 13 cellules. La particularité de celle-ci par rapport aux autres est que les préparatifs étaient à un stade très avancé pour réaliser des actes terroristes visant des sites sensibles dans la ville, mais aussi en mer. Des armes, des munitions, un canot pneumatique, du matériel de plongée, des cagoules, des sacs contenant des produits chimiques et un serment d'allégeance à l'État islamique ont été retrouvés au domicile du meneur présumé à Tamaris, banlieue sud de Casablanca. La perquisition d'une maison louée par un autre suspect à Ouazzane a permis de découvrir des armes, du matériel de camping et d'alpinisme. En juillet, 3 Marocains ont été condamnés à mort pour le meurtre de 2 touristes scandinaves au nom de l'État islamique en décembre dans les montagnes du Roi Atlas. Une peine non appliquée au Maroc depuis 1993, ce qui laisse à croire que les 7 suspects risquent jusqu'à la peine capitale. Plusieurs milliers a manifesté au Zimbabwe ce vendredi à l'appel de leur gouvernement pour dénoncer des sanctions imposées par les Occidentaux il y a près de 20 ans. Des sanctions qui pèseraient lourdement sur le pays et étrangleraient leur économie. Allons tout de suite retrouver notre correspondante dans la région, Caroline Dumais, en direct du Cap. Caroline, ces sanctions contre lesquelles les Zimbabwéens manifestent visaient au départ l'ancien président Robert Mugabe, décédé début septembre, et ses proches. Pourquoi sont-elles maintenues ? Écoutez, elles sont maintenues parce que le régime a peut-être changé, mais les hommes qui sont au pouvoir, ce sont toujours les mêmes. Et vous savez, les sanctions, en fait, la levée des sanctions était liée à une amélioration du système démocratique et un respect des droits de l'homme. Et sur ce plan-là, le Zimbabwe, malheureusement, n'a pas fait beaucoup de progrès. Aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que ces sanctions sont quand même extrêmement ciblées. Hein. Elles sont contre 85 personnalités du régime, de l'ancien régime, et c'est souvent les mêmes aujourd'hui sous Robert Mnangagwa. Ce sont des sanctions qui sont des restrictions de voyage, qui sont aussi gel de certaines fortunes à l'étranger, et puis des sanctions sur 56 compagnies, et beaucoup de ces compagnies sont en fait des compagnies de défense, donc on empêche les Zimbabwéens d'importer des armes pour tirer contre leur propre population. Donc pour l'instant, les Américains et les Européens considèrent que les conditions ne sont pas réunies pour lever ces sanctions. Et alors justement, Caroline, les États-Unis visés, vous venez de le dire, par les manifestants, se défendent en niant toute responsabilité dans la faillite tragique du Zimbabwe. Mais quelle est la part en réalité de ces sanctions dans la crise économique que traverse le pays ? C'est très difficile en fait à estimer, mais à la décharge de Washington, c'est vrai que s'il n'y a pas d'investisseurs au Zimbabwe, c'est pas en raison des sanctions qui, comme je vous l'ai expliqué, sont quand même très ciblées, c'est parce que le système économique a beaucoup de soucis, tant au niveau de la réforme monétaire qu'au niveau de la discipline fiscale, qu'au niveau de la corruption, et les investisseurs ne se sentent pas du tout en confiance. Donc ça, c'est quand même le plus gros problème aujourd'hui de l'économie du Zimbabwe. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les Américains qui disent que les sanctions n'ont pas d'impact. Il y a aussi l'opposition. Nelson Chamisa, le patron du MDC, qui a demandé à ses troupes de ne pas aller dans la rue aujourd'hui, parce qu'il explique que quand eux vont dans la rue pour des raisons politiques, on leur tire dessus. Donc ils vont pas aller aider le parti au pouvoir, parce que s'il y a levé des sanctions, finalement, ça va aller dans la poche des classiques du pouvoir. Donc tout le monde est d'accord pour comprendre que c'est vraiment une stratégie aujourd'hui du ZANU-PF, une stratégie du parti au pouvoir, une stratégie du président Emerson Mnangagwa d'attirer l'attention. Yvan Wanji, je suis âgé de 26 ans, je suis non-voyant. Lorsque j'ai perdu la vue, j'ai découvert l'existence du football adapté pour les mâles et les non-voyants. C'est du foot à 5, ça se joue sur un petit terrain, sur un terrain de dimension handball. Seul le gardien est voyant et les 4 joueurs de champ de chaque équipe, on a tous un bandeau sur les yeux.
parce que parmi nous, il y a des mâles et des non-voyants. Donc le bandeau permet de préserver l'équité entre les joueurs. Dans le ballon, il y a des clochettes permettant au joueur de l'entendre lorsqu'il est en mouvement sur le terrain. J'interviens beaucoup dans les écoles, dans les entreprises, dans les centres de loisirs, au sein de différentes structures pour sensibiliser les jeunes au handicap, pour leur faire découvrir l'existence du football adapté pour les mâles et non-voyants, pour les faire pratiquer également avec le bandeau. Donc je mets en place divers ateliers où ils apprennent à jouer au football sans se voir. Ils apprennent à se faire des passes, à conduire le ballon, à écouter la balle. Ils apprennent vraiment à sortir de leur zone de confort. Ils apprennent à solliciter leurs autres sens, qu'ils ne mettent pas en éveil au quotidien. Et c'est important pour eux qu'ils comprennent que la différence ne doit pas être un frein, ni une crainte, ni une peur, mais ça doit être une forme de richesse. Et c'est important que nos jeunes aillent vers les autres. Et vraiment, cette journée aujourd'hui à Lima, l'Institut du monde arabe, ça a été vraiment une belle journée, passée tous ensemble avec les gamins. Les enfants étaient très réceptifs, très respectueux. Ils ont adoré la découverte du cécifoot. Ils ont super bien joué, ils étaient vraiment à l'écoute. Et non, ça a été vraiment fort. Garder ces valeurs-là et mémoriser l'écoute, écouter, se servir de ses oreilles, ce qu'on ne fait pas assez au quotidien. Ça comment on couche